au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 92.fm sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, le grand bain de la vie locale. On est très heureux d'être à nouveau avec vous en ce 16 mai, un petit peu pluvieux, un petit peu automnal, mais il faut pas se plaindre pour un mois de novembre, ça pourrait être pire, il pourrait faire plus froid. En tout cas, on est à un horaire un petit peu particulier pour 1 heure, une commune, parce qu'on va traiter d'un domaine qui nous est cher, que nous soutenons toutes et tous et qui demande d'être un horaire particulier, puisqu'à 17h, ce sont souvent des gens qui travaillent, qui sont soit sur les terrains, qui sont soit en train de traire, en train de s'occuper des bêtes, de leur troupeau. Donc c'est pas un horaire qui est bien adapté pour eux. Il fallait qu'on fasse ça à 11h. Et on est avec Grésy-sur-Aix aujourd'hui pour parler d'agriculture. Vous l'avez compris. Monsieur le maire de Grésy-sur-Aix, Florian Maître, qui est par ailleurs conseiller départemental du canton aixois, puis également vice-président de Grand Lac, qui est le spécialiste sur notre territoire et même dans notre département des mobilités, qu'elles soient douces ou moins, qui est aussi un défenseur de l'agriculture, a voulu qu'on organise cette émission pour parler de l'agriculture à Grésy-sur-Aix. Quand on traverse Grésy maintenant, on voit quand même plus de commerce, de grandes surfaces. On voit l'autoroute, on voit tout ça et on ne s'attend pas peut-être à ce que ce soit une commune rurale, une commune agricole, avec des terrains, avec des exploitants agricoles qui sont encore dynamiques, avec des GAEC et des groupements agricoles d'exploitation en commun. On va parler de tout ça puisque nous avons des invités, mais avant toute chose, je vais lui laisser la parole pour quelques mots d'introduction. Florian Maître, bonjour cher Florian, bonjour, bienvenue à Radio Grand Lac. Merci. Alors, Florian, l'agriculture à Grésy-sur-Aix, pour le Kidam, voilà, ça parle peut-être pas, mais quand on monte un peu sur les plateaux de Grésy, quand on quitte tout le bas de la vallée autour du Ciel-Rose, eh ben si, il y a encore beaucoup de terrains agricoles, il y a encore beaucoup d'exploitations et des terrains qui sont entretenus. Alors, juste un petit mot sur cette agriculture avant que l'on présente nos invités. Alors effectivement, à Grésy, il y a une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'on est une commune de plus en plus urbaine, effectivement, sur le bas, et ça construit effectivement sur le bas. Et ce qu'on essaye en tout cas de développer, c'est cette dualité, c'est-à-dire qu'à partir, on va dire, de la mairie, Grésy en fait devient une commune rurale. Quand on monte en direction de Trévignan, même en passant après du côté de Droise, etc., des Melay, voilà, on a une forte agriculture et présence de terres agricoles sur la commune. En fait, il y a quasiment plus de 70% de la commune qui est en zone agricole naturelle ou espace boisé, ce qui est quand même assez considérable. Donc quand on pense effectivement au Grésy bas où c'est construit et c'est de plus en plus construit, voilà, il y a cette dualité qu'on essaye de préserver et on a quelques enjeux en tout cas pour l'agriculture grésylienne parce qu'on a de moins en moins d'exploitation. Par rapport à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Où c'était des petites exploitations, des petits troupeaux et puis des surfaces moindres. Voilà, c'était des exploitations familiales. Tout à fait. Voilà. Et quand on reprend les vieilles cartes un peu historiques de la commune, on avait aussi beaucoup de vignobles. Qui sur les coteaux, même du côté de la Sarraz, là où il y a le stade de foot, on est en train de faire le cœur de vie, etc. En fait, il y avait énormément de vignobles qui ont disparu aujourd'hui. Pour la consommation personnelle. Chacun avait son petit lopin de vigne pour faire son vin qui était naturel et qui avait très peu de degrés, qui était parfois un peu âpre et un peu difficile à boire, mais en tout cas qui faisait des centenaires. Exactement. Comme dans la chanson de Ferrat. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'on essaie, nous, de développer sur la commune, c'est de préserver des espaces agricoles. On parle beaucoup quand même avec les agriculteurs. Alors, des fois, effectivement, c'est des discussions costauds, mais on arrive toujours à s'entendre parce qu'en fait, voilà, c'est quand même notre ruralité, c'est quand même notre patrimoine et qu'il faut préserver tout ça et qu'il y a d'énormes enjeux agricoles, notamment sur la transmission, sur la pérennité des exploitations et que, en tout cas, c'est l'intérêt de la commune d'avoir une commune, voilà, où il y a toujours des agriculteurs, il y a toujours des espaces verts et qu'on produise aussi des aliments et de l'alimentation locale. Alors, on va parler donc de l'agriculture sur une commune, mais
Mais je sais qu'il y a une vice-présidente à Grand Lac en charge de l'agriculture. Alors, la compétence, elle est partagée entre les communes et l'agglo. Il y a aussi la chambre interdépartementale d'agriculture, une réussite de travail entre Savoie et Haute-Savoie. Ça fait quand même plaisir après les tristes événements que nous avons vus, notamment au niveau du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Donc, il y a la chambre d'agriculture, il y a l'Europe, il y a l'État, il y a l'agglo, il y a le département aussi, bien sûr. Comment ça marche la gestion de la compétence agriculture dans une commune? Eh bien, elle est aujourd'hui partagée effectivement avec toutes ces instances. À l'échelle locale, effectivement, on a Julie Novelli, qui est aussi la maire de La Biole, qui s'implique fortement sur ces thématiques. Qui a beaucoup appris en peu de temps. Voilà. Exactement. Elle disait l'autre jour qu'elle a tout appris en 6 mois. Elle a bossé à fond parce qu'elle ne venait pas d'un domaine agricole. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est passionné. Mais en tout cas, comment on essaye de structurer tout ça, c'est de se parler et de travailler à travers un document un peu cadre qu'on appelle le PAT, la politique agricole territoriale, où il y a eu une première version en début de mandat, et là Julie est en train de travailler la seconde version, en fait, qui donne le diagnostic, les enjeux et un certain nombre de plans d'action après à développer effectivement sur le territoire pour pérenniser toutes les exploitations et faire qu'on a toujours de l'agriculture. Donc en fait voilà, c'est une concertation et c'est chacun a peu influencé. Nous, en tout cas, commune, bien entendu, c'est sur la question des zones agricoles. On est en train de concerter une extension de la zone agricole protégée. La ZAP. La fameuse ZAP. Aujourd'hui, on a quasiment 480 hectares qui sont zappés, puisque Grésy, c'était la 3e commune de Savoie à avoir une zone agricole protégée. On va faire une extension de cette ZAP sur 50 autres hectares. C'est quasiment 47% de la surface communale qui sera zappée, donc, et qui donne de la visibilité aux agricultrices et aux agriculteurs à long terme. Voilà, parce qu'en fait, on réduit la pression urbaine sur ces parcelles, et on dit la destination, on va dire, à long terme de ces terrains, voire pour toujours, c'est agricole. C'est agricole. Alors nous avons donc 2 agricultrices qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont nous parler un peu de leur parcours, de leur exploitation. Puis ensuite on parlera bien sûr d'une manière plus générale de l'agriculture. Anaïs Poinard. Bonjour Anaïs. Bonjour. Agricultrice à la ferme des petits pois. Oui. Donc il y a une production de petits pois à Grésy-sur-Aix. C'est ça, qui arrive tout bientôt. D'ici 15 jours. D'accord, donc pas encore d'installation, pas encore en route. Si, d'accord. Pour les petits pois. Les petits pois eux-mêmes qui arrivent. D'accord. Donc, mais l'exploitation, ça fait combien de temps que... L'exploitation, début mi-août 2019, on a commencé. Mi-août 2019, donc elle est où cette exploitation? Elle est au Choseau, sur les hauteurs. Voilà. D'accord, ok. Quelle grandeur? À peu près 1 hectare. Ouais. Voilà, et on est installés tous les 2 avec mon compagnon. D'accord. Et on fait... En GAEC ou non alors pour l'instant, c'est mon compagnon est chef d'exploitation et je suis collaboratrice. Collaboratrice, voilà. Et on est en train de voir pour les statuts justement pour... D'accord. Anaïs, donc une jeune fille, vous verrez tout à l'heure, plus tard sur la photo, puisque là vous ne la voyez pas. Vous venez du monde de l'agriculture ou c'est tout nouveau? Non, après j'étais toujours, quand j'étais petite ou même adolescente, j'ai toujours aimé avoir le contact avec la nature et aller travailler aussi, aller aider de la famille. On a de la famille dans des exploitations, voilà, j'allais les aider en vacances. Et, donc une passion un peu. Oui, mais plutôt tournée nature, tout en sachant que, quand j'étais petite, j'aurais vraiment aimé avoir une ferme. Et déjà à cette époque, on nous disait que il n'y avait pas de perspective, pas d'évolution, pas de. Donc après j'ai poursuivi mes études plutôt dans la partie écologie, botanique, etc. Et environnement un peu, pour faire un peu une conciliation qui est nécessaire entre l'agriculture et l'environnement. L'agriculture a eu un peu une mauvaise réputation il y a quelques années. C'était un petit peu moins vrai chez nous. C'était sans doute plus vrai dans l'ouest ou dans le centre de la France avec les grandes exploitations, les grandes parcelles qui sont toutes plates, ce qui n'existe pas chez nous. Donc réconcilier un peu les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement.
Oui, Hein. voilà. Et puis après, comme j'avais pas non plus de racines agricoles directes, enfin pas de parents agriculteurs, c'est vrai qu'après on s'engage dans des voies différentes. Est-ce que c'est dur de devenir agriculteur parce que c'est souvent des transmissions de père en fils, de père en fille, et devenir agricultrice? Moi, je trouve que ça doit être hyper dur, hyper compliqué. Alors, c'est pour mon compagnon, c'est plus facile parce qu'il est du territoire, etc. Donc même si ses parents n'étaient pas agriculteurs, il y avait quand même une culture. Ouais, et voilà, puis il y avait une culture rurale un peu. Rurale. Et après, Qui manque à beaucoup maintenant. quand on n'est pas du milieu et en plus quand on est une femme, il y a aussi d'autres enjeux qui. Vous êtes d'où au départ, Anaïs, vous? Mes parents sont de Grésy. Ah bon, bah ça et va après alors. on a nos. Oui. Bon, bah ça va. Depuis combien de temps, en fait? C'est ça. Depuis combien de générations ça? 1987, donc. Bon, aïe. Mais, Encore 2 siècles et demi. mais voilà, Mais mais c'est bon, non, mais mais- c'est vrai qu'après il y a déjà cet enjeu-là, et puis il y a aussi l'enjeu d'être une femme. Oui, tout à fait. Eh ben, Ce qui est très Florian Maître. intéressant, effectivement, avec le profil d'Anaïs et de son compagnon, c'est que, en quelque sorte, c'est une sorte de reconversion. Parce que tu faisais pas ça voilà. au début, y compris pour ton compagnon. Et du coup, il y a eu la prise de risque en 2019, entre guillemets, de passer en maraîchage. Maraîchage, c'est quand même un type d'exploitation, en fait, où on est largement déficitaire et pour approvisionner le local, on en a besoin. Et en tout cas, c'était assez intéressant à Grésy parce qu'en fait, en très peu de temps, on est passé d'un maraîcher à 3 maraîchers, dont 2 installations récentes, parce que ce soit pour Jennifer et Jordan aussi qui se sont installés en maraîchage, c'était à peu près au même moment. Et le profil est aussi très intéressant parce que ce sont des jeunes en reconversion qui changent un peu de vie et pour se lancer dans l'exploitation. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu plusieurs années, décennies même, où les exploitants agricoles fermaient leur exploitation parce que c'était trop dur, c'était contraignant et tout, allaient à l'usine ou ailleurs. Et maintenant, on a un peu le retour à la terre, avec des gens comme vous. Hein. Et puis surtout sur les valeurs que ces personnes portent en fait, parce qu'effectivement exploiter la terre c'est aussi un certain nombre de valeurs autour de ça, sur d'être en cohérence avec, enfin que le travail soit en cohérence aussi avec. Et c'est revenir vers le bon sens paysan qu'on a parfois un petit peu trop perdu. Deuxième invité, alors là par contre c'est un nom qui est connu à Grésy-Surex depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années. On connaît bien monsieur qui est le président des fromageries Entrelacs et Montagne de Saint-Ours et de Trévignan, notre partenaire Bruno Deloche, et voilà, donc il nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire son épouse Magali Deloche. Elle est agricultrice à la GAEC reconnue du Plateau Vert. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Deloche, bah oui, Grésy-Surex, Florian, ça fait partie des familles historiques. Les anciennes familles de Grésy. Séculaires, tout à fait. Hein, donc les Deloche qui sont dans l'agriculture depuis longtemps aussi. Hein, depuis peut-être 4, 5 générations. Enfin, il y a mes beaux-parents en fait. Le GAEC était. Donc moi j'ai repris la place de ma belle-mère dans le GAEC avec mon mari. Il y avait mon beau-père, ma belle-mère, Bruno. Et à la retraite de ma belle-mère, j'ai repris sa place en fait en 2012. Voilà, puis Je me suis installée en 2012. Des gens qui sont connus aussi pour leur simplicité, leur gentillesse et le don qu'ils font et également à l'intérêt général souvent. Alors Magali, donc exploitation laitière en bovin lait. Donc on produit du lait on a une 60aine de laitières. D'accord. Donc notre lait va à la coopérative de Saint-Ours pour faire de la tome et du moelleux. On fait partie des 4 exploitations laitières de Grésy. Donc en fait on a la chance d'avoir 4 exploitations familiales à Grésy. C'est tout pour l'instant, c'est tout des reprises entre enfants. Enfin, on a aussi une exploitation caprine du côté de Doroise. Donc oui, bien sûr. Elle est installée depuis 2 ans à peu près. Cathy Acier, peut-être 3 ans. Un peu plus. Oui, voilà. Donc on fabrique de fromage de chèvre. D'accord. On a aussi donc 3 maraîchers comme on disait et un apiculteur. D'accord. Donc vous êtes en GAEC avec, donc il y a Bruno. On est en GAEC tous les deux, mari-femme. Tous les deux, d'accord. C'est facile de bosser ensemble, d'être en GAEC ensemble. On supporte. 60 bêtes. Oui, 60 laitières, oui. Quelle race? Montbéliarde. La Montbéliarde, donc voilà, qui pour faire du bon lait. Salle de traite. Salle de traite.
Robot de traite? Non, pas du tout. Non, salle de traite. Salle de traite. On aime bien traire nos vaches. Est-ce que en agriculture, on peut vivre maintenant avec 60 bêtes ou il faudrait plus ou même à moins, on arrive encore à vivre? Non, avec moi, on arrive à vivre. En individuel, on arrive à vivre. Après, malgré les investissements qu'il y a à faire qui coûtent énormément. Mais en fait, dans un sens, on est un peu obligé d'investir. Si t'investis pas, on paye, on a des charges. Donc, et puis si tu veux un confort de travail, il faut investir. Enfin, même pour les générations, pour pouvoir faire reprendre nos fermes, faut qu'elles soient bien entretenues pour donner envie aux futures générations de rester sur les exploitations. De rester. Quelle grandeur d'exploitation en tout? On a 70 hectares sur Grésy. 70 hectares sur Grésy. Donc, oui. Donc c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de locations aussi là. Oui. Donc voilà, on a beaucoup de locations. Oui. On a c'est pas compliqué. Pas de la propriété. Donc 60 bêtes, ça veut dire qu'on traite le matin, qu'on traite le soir, qu'il n'y a pas de jour férié. C'est en ça. plus, quand on est en GAEC entre mari et femme, donc on fait pas un week-end sur deux. Il y en a toujours un qui est au boulot. Voilà. Donc on bosse tout le temps. Non, mais après on a des services de remplacement. Oui, d'accord. Donc on a adhérents au service de remplacement. On a des jeunes qui viennent nous remplacer. Il y en a encore. Non, c'est compliqué. Qui adhèrent au service de remplacement. Il y en a encore ou... Oui, en fait, on est 40 adhérents sur l'Albanais. Donc, ça part de Méry jusqu'à Cessan, Saint-Germain, Albin. Je connais bien. Donc, on a un groupe, on est 40 adhérents. Donc, et en fait, on a 2 salariés à plein temps. D'accord. Donc, pour nous remplacer. Il faut se les partager, en fait. Et c'est sûr que les vacances, c'est pas tout le temps. C'est quand on peut. Quand on peut, puis des fois, on pose des vacances. S'il fait beau, on part pas parce que faut faire les foins. Enfin, voilà. Et puis surtout faire les foins avec la période que l'on traverse actuellement, qui n'est pas facile. Il pleut. Ce sera un peu la période de les faire. Il y a eu beau temps le week-end dernier où on tourne à fond. Puis après, maintenant, c'est en stand-by, quoi. Oui. Puis après, on est tellement tributaire de la météo. En fait, c'est compliqué. On a des années sèches. Oui, tout à fait. Il faut essayer de s'adapter à tous ces changements, quoi. Magali, vous étiez dans le monde de l'agriculture avant ou pas? Alors, mes parents étaient boulangers, mais je suis issue du monde agricole, mon grand-père, et j'étais inséminatrice, en fait. D'accord, ok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le célèbre. Ah oui, oui, mais l'insémination n'a rien à voir là. Non, par rapport à lui. D'accord. Non, parce que ça peut prêter à confusion pour nos auditeurs. Écoutez, en tout cas, merci à tous les trois d'être là. On marque une petite pause musicale et ensuite on rentre dans le vif du sujet. On va parler de l'état des lieux de l'agriculture à Grésy-sur-Aix, des enjeux de cette agriculture dans la commune, et puis on va parler aussi environnement, paysage, parce que les agriculteurs ont un rôle énorme à jouer, et si on ne les avait pas, je pense qu'on aurait beaucoup plus sur Grésy, notamment de forêt que de près. Donc il faut soutenir nos agriculteurs, on est là pour ça. On revient dans quelques petites minutes. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour en direct à 11h21 pour 1 heure, une commune avec notre partenaire, la mairie de Grésy-sur-Aix. Alors un horaire un peu aménagé parce que nous parlons agriculture et l'horaire du mardi à 17h n'est pas le meilleur pour nos agriculteurs et c'est un horaire où ils travaillent et donc voilà, ils ne peuvent pas venir en direct. On a présenté nos invités au début, donc Florian Maître, bien sûr, le maire de Grésy-sur-Aix, Anaïs Poinard qui est agricultrice, une jeune agricultrice, une nouvelle agricultrice, la ferme des Petits Pois, et puis Magali Deloche, au nom bien connu à Grésy-sur-Aix et sur notre territoire, le GAEC reconnu du Plateau Vert. Pourquoi ce nom-là, le GAEC c'est GAEC du Plateau Vert. Ah d'accord, ok. Et Plateau Vert, en fait, parce qu'on a un grand plateau derrière chez nous. Et c'est mon beau-père qui avait trouvé le nom parce que suite à l'élevage de bosserons. Donc au départ, ça a commencé avec l'élevage de bosserons et donc la fixe, les plateaux verts. Et après, quand Bruno s'est installé, on a mis Stafix. Enfin, ils ont mis Stafix. D'accord, très bien. Alors, on vous a présenté dans une première partie. Maintenant, donc, l'état des lieux, on en a parlé un petit peu de l'état des lieux de l'agriculture à Grésy. 70% de terrain agricole. Naturel, etc. Il y a quasiment 47% qui seront en zone agricole protégée. ZAP, donc la zone agricole protégée, c'est donc une procédure qui gèle un peu les terrains agricoles et on peut plus les bouger. À moyen terme, long terme, mais c'est même pas la commune qui va décider de les mettre en constructible, c'est le préfet. C'est-à-dire que la commune accepte de transférer cette responsabilité là au préfet et vraiment c'est pour donner de la visibilité à long terme aux agriculteurs. Je pense que pour les agriculteurs, ces ZAP c'est primordial. C'est une sécurité en fait. Pour vous garder du foncier, on parlait
hors antenne du foncier, qui est un domaine, qui est un problème important, parce que le foncier, il y en a de moins en moins. Puis, et dès qu'on a un bout de terrain, si on peut le vendre à 250 € du mètre carré, c'est toujours mieux que 50 centimes ou 1 euro. Donc, ça vous permet, vous, d'avoir à long terme des terrains qui vous sont destinés à l'agriculture, quoi. Surtout que dans l'ensemble des agriculteurs là sur Grésy, on a tous des enfants. Donc après, on croise les doigts pour qu'ils reprennent la suite. Hein. C'est un peu notre façon aussi pour, comment dire, de transmettre quelque chose de vous correct à nos enfants. Vous travaillez maintenant pour transmettre ensuite les exploitations. Après, on espère. Comme les anciens ont fait. Hein. C'est ça. Après, si c'est pas nos enfants, ça peut être d'autres. Hein. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a beaucoup de jeunes qui s'installent en orchade familiale, quoi. Est-ce qu'on peut redire vite fait le nombre d'exploitations qu'il y a à Grésy-sur-Aix, que ce soit en laitier, en maraîchage et alors, 4 en élevage lait. 4 en élevage lait. 1 en élevage chèvre, fabrication. Ouais. 3 maraîchers. 3 maraîchers. Et 1 apiculteur. Et 1 apiculteur, d'accord. Donc, c'est diversifié. Il y a aussi des céréales, il y a des céréales, il y a des prairies naturelles, il y a des prairies de fauche, il y a du maïs, pâturage. Après, toutes les exploitations, tous les animaux pâturent, quoi. Et l'apiculteur, c'est effectivement un apiculteur professionnel, parce qu'après, on a aussi des dizaines Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, après, on a plein de petits, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, Grésy-sur-Aix, on est en 2024. L'agriculture, on sait que ce n'est pas facile d'être agriculteur, qu'il y a des normes, qu'il y a parfois des revenus un peu qui ne sont pas très hauts. Les retraites, on n'en parle pas. Quels sont les enjeux d'être agriculteur aujourd'hui à Grésy-sur-Aix? Quels sont les enjeux agricoles quand on est sur une commune comme Grésy-sur-Aix? Déjà, si on peut Anaïs voir au niveau, nous, si on parle vraiment du maraîchage, c'est déjà d'arriver à produire nos légumes. C'est déjà pas forcément facile. Et ensuite, à les écouler. Pourquoi? Parce que les légumes, il y a juste à planter en terre et puis ça pousse? Pas tout à fait. Alors, non, en fait, c'est pas ça. Et puis on voit aussi des changements depuis quelques années, des changements assez marqués. Climatiques peut-être? Au niveau climatique, voilà. Par exemple, avant, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin d'arroser. Et avec les années de sécheresse, malgré les sols qui sont quand même... qui sont gorgés d'eau, là, en ce moment. Voilà. On a quand même besoin d'arrosage sur des endroits où avant, ça n'était pas nécessaire. On a des variétés qui marchent qui ne marchent plus, ou même des espèces. Avant, les petits pois, par exemple, c'est quelque chose qui marchait très facilement. Et maintenant, au mois de juin, quand arrivent les coups de chaud, on n'arrive plus à... Ça sèche tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc, au lieu, par exemple, de faire plusieurs récoltes sur le même plan, on arrive à faire une seule récolte et après, c'est terminé. Est-ce qu'il faut s'adapter avec des nouveaux produits? On sait que notamment dans la montagne de la Biole, on va changer un peu les essences d'arbres, on va adapter au climat. Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des produits qui ne se cultivent plus ou moins, et d'autres qui ne se cultivaient pas avant et qui maintenant se cultivent? Oui, voilà. Par exemple, l'exemple des petits pois, c'est un bon exemple. On a aussi, par exemple, les blettes qui sont plus difficiles à produire, avec les nouveaux, avec un peu le changement climatique. Et par exemple, la patate douce qu'on ne cultivait pas du tout avant, et maintenant qui marche, et donc on essaye de... Et puis ça se décale aussi dans le temps, peut-être qu'on cultive, on ramasse plus tôt qu'avant, quoi. On le voit au niveau des vendanges, où dans l'ancien temps, les vendanges, c'était fin septembre, c'était octobre. Maintenant, c'est début août bientôt, quoi. Oui, voilà, ça nous oblige aussi à revoir tous les plans de culture qui étaient faits avant. Avant les maraîchers savaient exactement quand est-ce qu'ils pouvaient planter. Maintenant, c'est vraiment assez chamboulé. Et donc, on fait des essais aussi. On se dit qu'on va essayer aussi des choses à l'automne, un peu plus des plantations d'automne, comme il est possible de faire, par exemple, en Provence. Oui. Quel produit, par exemple, en plantation d'automne? Là, on a des oignons blancs, mais même des petits pois. On réfléchit à faire des petits pois. Elle aime les petits pois. Anaïs, si vous levez le midi, vous lui faites une boîte de petits pois, ça ira très bien pour Anaïs. Donc mais en tout cas, essayer de réfléchir à d'autres choses. Et puis avant, on avait des dates de plantation. Par exemple, pour les haricots, on se disait, on n'en plante plus après telle date. Et maintenant, en fait, on fait des essais. Et ça marche. Ça peut marcher, on essaye. Vous faites des légumes, vous faites des fruits aussi?
Non, les fruits, c'est pour la consommation personnelle et après, si on en a à l'occasion, voilà. Mais c'est vraiment. D'accord. Et donc, légumes. il faut jongler avec la pluie, avec les journées de chaud, les journées de froid. Ce matin, il y avait 8 degrés. Avec les orages aussi. Oui. Il y a quand même de plus en plus d'orages. La grêle qui tombe sur les petits pois, c'est jamais bon. Voilà, on a eu la première année d'installation, on a eu gros dégâts de grêle, notamment sur les tomates, parce qu'on on est en plein champ, on n'est pas protégé, on n'a pas de filet anti-grêle, etc. Donc après, voilà, on va essayer aussi de réfléchir par la suite comment essayer de protéger un peu ça. S'adapter à tout ça. Voilà. Il faut avoir la foi quand même. Oui. Mais vous l'avez, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est important de rester humble aussi et de se dire qu'on fait ça en ce moment, maintenant. Et on sait pas, on essaye d'avoir de la visibilité, mais c'est pas forcément évident. Et on mange des bons légumes du jardin. Voilà, ça on essaye de. Vous les vendez où, vos légumes On a une vente à la ferme le mardi soir sur Grésy et après sur le marché d'Aix-les-Bains. Sur le marché mercredi et le samedi. Mercredi et le samedi. Mercredi, pas toute la saison, mais le samedi, toute la saison. D'accord. Magali Deloche. Quels sont les enjeux, alors plus au niveau laitier, au niveau pâturage, au niveau foncier, au niveau bétail, quoi, aussi? Nous, par exemple, quand il fait très chaud, les animaux ils souffrent. Bien sûr. Donc, après, il faut essayer d'adapter les. Ça boit combien de litres d'eau, une vache? L'été, quand il fait bien chaud, entre 100 et 120 litres par jour. Entre 100 et 120 litres par tête. Donc, on multiplie par 60. C'est ça, 60. 60, c'est les vaches ou il y a des génisses aussi? Non, il n'y a que les vaches laitières. Donc, après, on rajoute les génisses. Au total, on a 140 bêtes. C'est quoi une génisse pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas? Alors une génisse, ça va de. C'est une fille, quoi. Voilà. Voilà, c'est une fille. La vache qui va du petit veau jusqu'à ce qu'elle fasse son premier veau. Voilà, tout donc à fait. On va dire de un jour. Pleine. Voilà. Hein, d'accord, voilà. De 1 an à 30 mois, 35 mois. Après, elle passe vache laitière. D'accord. Et une vache, alors juste une question, ça fait combien de veaux par an pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas? Et ça peut faire des veaux pendant combien de temps? Une vache, elle fait normalement 1 veau par an. Ouais. Donc après, elle a un temps de repos pendant 2 mois. Elle a des vacances pendant 2 mois. Et voilà. Et après, ça dépend des animaux. On peut les garder. Elle peut faire 2, 3, 4. On en a une elle va faire son 10e veau à la maison. Là. Donc il y a 10 ans qu'elle vèle, en gros. Presque. Presque, hein, ouais, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc, quels sont les enjeux? On a commencé par ça au niveau bétail, au niveau exploitation laitière et tout. Ça peut être compliqué, quoi. Comme là, l'année dernière, on a eu une grosse période pluvieuse, donc c'est compliqué pour faire les foins. Et puis après, derrière, on a du sec. Donc, si on peut pas faire les foins tôt, derrière, moins de coupe, donc moins de rendement. Et donc, puis, les conséquences moins bonne aussi. Donc, forcément, si c'est moins bon, on fera moins de lait. Et comme l'année dernière, on est obligé d'acheter du fourrage. Donc, ça fait. Où est-ce qu'on achète le fourrage? Parce que c'est dans les grandes plaines de l'Ouest ou non, surtout en Champagne, par exemple. En Champagne, ouais. L'année dernière, on a acheté du foin qui venait du Doubs parce qu'en fait, ils ont eu plus de pluie que nous. Et du coup, ils ont eu plus de rendement, donc on a racheté du foin. Ils ont eu plus de pluie, mais avec des périodes pour pouvoir faucher. Faire les foins. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est pareil, au niveau des variétés, il y a eu des visites là. Je sais qu'ils ont fait des visites en Suisse justement pour adapter des semences qui vont s'adapter au sec. Donc après, on va voir quoi. Il va falloir faire des essais aussi quoi. Est-ce que le dérèglement climatique y est pour quelque chose? On a tous en souvenir quand même des années où le mois de mai était pas beau. On se rappelle qu'en 92, certains ont commencé les foins à la fin du mois de juillet quand même. En 92, c'est quand même pas si vieux que ça. Il y avait plus tout le printemps et tout, mais on s'aperçoit quand même que c'est de plus en plus dur. En fait, on a toujours des périodes comme ça de beau, mais on a comme des grosses périodes de pluie, qui sont aussi longues. On n'avait pas. Parce que là, quand même, il pleut quand même depuis le 15 octobre. C'est ça. Et c'est ça. Donc c'est 1100. Ça reste exceptionnel. Il pleut quand même depuis le 15 octobre. 1100 mm là depuis le mois d'octobre. 1100 mm, ouais. Donc c'est énorme quoi. C'est presque ce qui tombe normalement sur la. En un an en Savoie. Oui, quoi. Tout à fait. Donc, mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, en fait, Florian Maître. depuis 1990, on voit quand même une accélération du changement climatique et les Alpes et nos territoires ils subissent une augmentation de la température plus forte que le reste de la France, voire de la planète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de glaciers fondent aussi beaucoup plus vite ici. Donc il y a quand même le réchauffement climatique qui est bien présent. Et ce qui est très intéressant en tout cas dans la discussion, c'est que
le milieu agricole, bien entendu, est conscient de tout ça. Parce que Bien souvent, sûr. on entend que non, ils sont pas du tout conscients. Si, ils sont conscients. Ce sont même ils s'adaptent. Les premiers à le vivre. Exactement. Ce sont les premiers à le ils subir. s'adaptent. Il y a des actions qui sont en cours, des tests qui sont en cours. Et je sais pas qui veut peut-être dire deux mots aussi sur l'eau, parce que la question de la préservation de la ressource en eau aussi, c'est aussi un enjeu assez fort sur le territoire. Ben, c'est vrai que, là, Grand Lac travaille avec Julie justement sur les enjeux de l'eau. Il y a eu une classe du lycée de Poisy, en fait, ils ont répertorié un peu toutes les anciennes sources qui existaient. Ouais. Sur Grésy, sur le secteur de l'Albanais, en fait, pour voir. C'est énorme. Ouais, pour voir un peu si on pouvait récupérer cette eau qui n'est plus utilisée, pour pouvoir un peu abreuver les troupeaux, quoi. Après, nous, en tant que pour les vaches laitières, il nous faut de l'eau propre, potable, comme les gens, en fait, parce que derrière elle produit le lait, et si elle a pas de l'eau propre, le lait il est pas. Il y a une conséquence pour les fromages. À la COP et voilà, c'est ça. Il ne rentre plus dans la charte de. Après, dans les crus. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut quand même. Donc on travaille là-dessus parce que l'eau, ça va peut-être devenir une denrée rare, quoi. Malgré toute la pluie qui tombe. Oui, mais en fait, on a l'impression qu'on a beaucoup d'eau, mais après, il suffit qu'il fasse sec à partir du mois de juin, et pendant 3 mois, l'eau, on n'en a plus, quoi. Il n'y a plus d'eau pendant 3 mois. Donc, quels sont les enjeux aussi au niveau du foncier? On disait tout à l'heure que le prix du mètre carré, quand vous avez un terrain en zone agricole ou en zone constructible, n'est pas le même. Donc je pense même en mairie, même au niveau de Grand Lac, il doit y avoir des pressions pour faire classer les terrains en zone constructible, oui. Constructible. Et vous avez besoin de terrain. Quand on a 60 vaches, quand on a des génisses en plus, quand on doit faire du foin, il faut quand même garder du foncier. On peut pas faire ça avec un petit hectare. Et puis on veut pas non plus être. Quels sont les enjeux à ce niveau-là et comment vous vous défendez? Pour l'instant, on a quand même pas mal on a des terrains en location. Donc, il faut faire comprendre aux personnes qu'on loue, qu'on a besoin du terrain. Et après, je peux comprendre un propriétaire qui a envie de vendre son terrain à construire, quoi. Je veux dire, c'est notamment humain, s'il a des enfants, quoi. C'est ça. Mais, après, on a la chance, exactement, d'avoir une ZAP. Donc, c'est vraiment ce qui nous protège. Et c'est sûr que avec toute une petite maison, qui se construit à droite, à gauche, et mine de rien, ça fait vite. Quand on accumule tout ça, ça fait vite des bouts de terrain, et ça peut mettre une pression entre nous, parce que finalement, tout le monde perd un peu de terrain, donc. Et puis, ça peut poser des problèmes de cohabitation. Aussi. Parce que il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir des bruits. Quand c'est le moment des foins, s'il y a une période de beau, c'est clair que le tracteur il va commencer à tourner de bonne heure le matin, il va finir tard le soir. Puis même si c'est dimanche après-midi, s'il faut tourner le foin, c'est bien normal, on le fait. Même si le voisin qui travaille la semaine se repose sur sa terrasse, il faut que l'agriculteur il brasse son foin ou qu'il rentre son foin avant l'orage du dimanche soir. Mais bon, après c'est pas toute l'année, quoi. Donc je veux dire, ça va peut-être tomber un dimanche. Après même nous, si on n'a pas, je veux dire, si on peut éviter de travailler le dimanche, par exemple, quand ils annoncent 15 jours de beau. Mais bien sûr. On va pas travailler le dimanche, c'est un grand mot, mais je veux dire, on va éviter d'aller faire du bruit autour des habitations. Bien sûr, mais voilà, si vous êtes forcé, c'est du bon sens pour tout le monde, quoi. Il faut pas laisser mouiller le foin. Et enfin, il y a eu une loi qui a été votée il y a quelques semaines et qui renforce en certaine manière la sécurité vis-à-vis des agriculteurs, parce qu'en fait, cette loi indique que toute nouvelle installation d'habitants, après l'installation notamment d'une ferme, ces nouvelles personnes ne peuvent pas attaquer la ferme parce qu'il y a du bruit. Parce que jusqu'à présent, on pouvait. Il y a un certain nombre de cas en France où c'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui était condamné parce qu'il faisait du bruit. Et c'est quand même un peu le monde à l'envers, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on vient s'installer après l'installation de la ferme. Donc là, en tout cas, il y a eu une loi de bon sens qui a été votée dans ce sens-là. Il faut penser que c'est quand même vous, les agriculteurs, qui nous nourrissez. C'est ça. Et puis on entretient le paysage. Et puis justement aussi, donc, puisqu'on traite des enjeux, il y a aussi ça. Vous entretenez les paysages, vous arrêtez le bois, la forêt qui avance pour justement toujours avoir des pâturages, puis moins de ronces. Les ronces, les épines, ça mène aussi une faune, une flore spéciale et tout. Donc vous avez un rôle primordial dans la défense de l'environnement. Vous pouvez parler aussi, Anaïs, il n'y a aucun problème. Allez-y, débattez. Magali. Oui, après sur l'entretien de paysages ouverts, c'est sûr que l'agriculture est quand même vraiment très importante, et ça amène aussi une biodiversité. Alors on sait que la biodiversité la plus forte, elle est en forêt, mais le fait aussi d'avoir des milieux diversifiés, on a vraiment
Voilà, avec aussi un maintien de beaucoup de haies autour des parcelles. On est quand même dans quelque chose d'assez bocager sur Grésy. On a quand même des petites parcelles avec beaucoup de haies, des petits coteaux. Et du coup, ça fait une diversité de milieux qui est intéressante pour la faune et la flore. Faune et la flore qui sont importants. On parlait tout à l'heure des apiculteurs. S'il y a plus les fleurs, s'il y a plus rien, il y a moins d'abeilles, et s'il y a moins d'abeilles, déjà il y a plus de vie, et il y a plus de miel, donc ça fait un agriculteur en moins, etc., quoi. Nous, on a vraiment aussi, on essaye d'avoir des ruches sur nos terrains. On en avait avant nous, mais voilà. Avec des histoires d'allergies, c'est un petit peu compliqué. Oui, bien sûr. Oui. Mais on essaye d'avoir des ruches pour la pollinisation. On a aussi Monsieur Bonnet qui en met pas très loin de nos parcelles. Donc ça, c'est intéressant. Et Magali, qu'est-ce qu'elle peut nous dire là-dessus sur les enjeux liés à la préservation des paysages et de l'environnement lui-même, quoi? Après, c'est agréable d'avoir de la forêt, nous, on a plein de petits chevreuils. Je veux dire, les haies, on les taille. Après, voilà, on a des dattes, c'est pareil. On fait ça dans le bon sens, quoi. Puis on n'a pas envie que les ronces se mettent sur les parcelles. Ça soit le plus possible aussi mécanisable, qu'on puisse passer avec le matériel. Parce qu'avant, dans l'ancien temps, il y avait la fosse qu'on disait en patois, la daille. Mais maintenant, vous avez des tracteurs avec des grands socs pour labourer ou même pour faner. Donc voilà, il faut quand même, il faut pouvoir passer, quoi. C'est ça. Puis après, les endroits où on peut pas passer, c'est les vaches qui pâturent. Des entretiens sous les haies. Puis elles sont à l'ombre, parce que si on laisse pas des arbres, les animaux, il leur faut de l'ombre. Donc, alors, ne nous l'aurons pas non plus. Pendant de nombreuses années, les agriculteurs plus anciens que vous ont utilisé des produits qui n'étaient peut-être pas très conformes à la défense et à la préservation de l'environnement. C'est fini, ça, maintenant aussi. Justement, les agriculteurs utilisent plus de produits qui sont conformes. C'est ça. Et puis on utilise, Roundup, etc. Après, il y a des choses, on est obligé de faire des traitements. Mais après, je veux dire, nous les premiers, on n'a pas envie de s'abîmer la santé pour nos produits. On a envie de manger de bons produits. Donc c'est du bon sens. Je veux dire, le bon sens. Et puis c'est de plus en plus raisonné. On fait vraiment attention. On a des gens qui nous aident pour justement dire ce qu'il faut qu'on mette sur les cultures ou pas. On fait attention à l'environnement. Je veux dire, c'est un autre domaine d'enjeu, c'est le lait. Le prix du lait. On entend souvent, hélas, que des agriculteurs se donnent la mort, notamment dans l'Ouest, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges. On a la chance en Savoie, et Florian le sait très bien en tant qu'élu départemental, nos anciens, même du temps des Joseph Fontanet, des Delagontrie et tout, on fait des choix pour avoir une agriculture de qualité avec un prix du lait qui est quand même mieux payé chez nous qu'ailleurs. Est-ce que c'est toujours vrai? Et quels sont les enjeux pour maintenir? On entend parler d'un grand groupe, le plus grand groupe mondial, qui s'approche un peu de notre territoire. On en parlait il reste en Haute-Savoie pour l'instant. Oui. On en parlait encore l'autre soir avec Pascal Francoz, qui travaille avec Bruno. On en parlait, donc il nous disait hors antenne les risques qui peuvent se poser. Où on en est dans ces enjeux avec vous, Magali, qui est exploitante laitière? Nous, on a de la chance quand même d'avoir un petit fromager affineur qui s'appelle Schminauzer, donc qui est en Haute-Savoie. À côté de Thônes, Alex. Alex, voilà. Donc j'espère qu'on va le garder pendant longtemps. Parce qu'en fait, on a un prix du lait qui est plus que correct, et heureusement, parce que si on n'avait pas ce prix du lait, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte, quoi. Parce que nos charges, elles augmentent, le prix du gasoil, bien sûr. Justement l'achat de fourrage avec les aléas climatiques. Si on n'avait pas ce prix du lait, l'année dernière, ils nous ont augmenté, mais heureusement, c'est parce que je pense que les fins de mois auraient été compliqués, quoi. Ça, c'est une vraie chance, parce que sur d'autres territoires, effectivement, comme tu l'as dit, le prix du lait, on va dire, largement inférieur, et ça n'arrive pas à faire vivre l'agriculteur. Et nous, en Savoie, il y a toujours eu une politique assez proactive, notamment sur de la constitution des filières AOP, AOC, IGP. On en a énormément. On a des bons produits, quoi. Je veux dire, on a des bons fromages et qui permettent de vendre la matière première, donc le lait, à un prix largement supérieur qu'ailleurs. Et je pense que sans cette politique effectivement assez ancienne, l'agriculture en Savoie aurait été largement différente. C'est ça. Tout à fait. Donc,
l'agriculture à Grésy-sur-Aix, on peut dire que ça va pas trop mal, malgré donc les difficultés, malgré les aléas du climat. Toutes les deux, vous êtes confiantes. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Oui. Après, on a en plus sur l'ensemble on a quand même des belles exploitations, donc on a travaillé pour ça. Et c'est vrai que si on n'avait pas ce prix du lait, je pense que oui, ça serait compliqué. Puis là, les contraintes, on a de plus en plus de contraintes administratives. Enfin, je veux dire, on y passe du temps. Hein. Oui. Pour les dossiers pour l'Europe, pour les subventions, puis même dès que tu mets tes vaches, tous les jours, il faut marquer où c'est que tes vaches elles ont été en pâture, combien de temps, le nombre de bêtes qu'il y avait dans la parcelle. Enfin, c'est un suivi, vraiment, c'est assez strict quand même. Quoi. Et ça, c'est du boulot à faire en plus de la présence sur le terrain, c'est ça. De la présence dans l'exploitation et derrière les vaches. Une question, ça coûte combien une vache ? Ça dépend. Est-ce que c'est toujours la vache à 1000 francs que voilà dans les années 60 et 70 ? On va dire, en moyenne, on va dire 1500 €. 1500 € une vache qui peut produire, mais voilà, qui peut produire du lait. Entre 1500 et 2000, ça dépend la qualité de la bête. Après, ça peut. Mais bon, faut pas multiplier 1500 € par un nombre. Ouais, c'est ça. Hein, ça marche pas comme ça. Ah oui, tout à fait. Ça marche pas comme ça. En tout cas, c'est super intéressant. On a bien pris en compte vos difficultés, vos passions aussi, toutes les deux, parce que malgré tout, vous êtes des passionnés et on a besoin de personnes comme vous sur notre territoire. On marque une deuxième pause musicale et on revient tout de suite après. Et ce sera déjà la dernière partie de cette heure une commune avec Grésy-sur-Aix pour parler de l'agriculture sur cette belle commune. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et on arrive en direct toujours dans la dernière partie de cette émission Une heure, une commune. Je vous rappelle qu'à 13h, ce sera Sandrine avec La Nature et vous. 17h, Romain avec les murmures du lac. Et 18h, notre superbe équipe 9-2-1 partie qui parle de sport, où d'ailleurs nous avons un jeune de Grésy-sur-Aix qui va intégrer l'équipe ce soir, qui s'appelle Thomas et qui travaille même à la mairie de Grésy-sur-Aix. Ouais, Thomas Rémy, tout à fait. Tout à fait, voilà. Okay. Donc Thomas, cher Florian, donc est sur le sport, bah oui, parce qu'il fait des trails. Il Exactement. est un passionné de sport. Il est venu nous voir, il nous a dit je vous aime et je veux intégrer cette équipe. On lui a dit Thomas, tu es le bienvenu. Donc c'est sa première ce soir à 18h. Mais il est déjà venu là. Oui, tout à fait. Il est déjà venu là. Donc c'est ce soir, c'est l'émission de sport avec tous nos jeunes et un superbe programme. Là, on parle d'agriculture avec Grésy-sur-Aix. On parlait des enjeux qui se posent sur la commune de Grésy. Donc, on a bien compris le foncier, on a bien compris le climat, on a bien compris toutes les charges, l'environnement et tout. Mais on va insister peut-être un petit peu maintenant sur la cohabitation. Puisque les agriculteurs, ils n'ont pas toujours le beau rôle. Et si un jour férié, si un dimanche, ils sont là en train de travailler, ils sont au milieu du chemin, c'est pas forcément pour leur plaisir, c'est pour leur travail. Donc, Magali et Anaïs, on voulait parler un petit peu de cette cohabitation qui est nécessaire et qu'il faut soutenir. Et voilà, l'agriculteur n'est pas le méchant voisin qui fait du bruit, qui pollue et qui embête tout le monde. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire toutes les deux, et Florian aussi peut peut-être en parler parce qu'il doit souvent avoir des personnes en mairie qui viennent le voir. Monsieur le maire, c'est pas bien normal ce qui se passe dans notre hameau, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas qui veut commencer. Allez-y. Sur certaines zones, on a de la cohabitation, notamment avec des chemins ruraux. Et c'est vrai qu'on a souvent des cultures à proximité ou des pâturages. Et donc voilà. Et après, c'est vrai que c'est très. Nous, on est tout à fait. On est très ouverts pour que voilà les gens. Bien sûr. Viennent. Que tout le monde profite du chemin. Bien sûr. De tout. Et par contre, on a une réalité aussi, c'est qu'on a par exemple des chiens qui viennent, qui traversent les petites plantations, qui font des déjections vraiment dans les plantations. Et ça, du coup, c'est quand même assez compliqué à gérer, notamment au niveau au niveau de l'hygiène, au niveau des légumes, parce que nous, c'est par exemple des salades qui sont, nous, c'est du plein champ, donc
on sait qu'on a des passages aussi de faune sauvage. Hein. Il y a des renards, des chevreuils, etc. Bien sûr. Mais blaireaux, sangliers, tout ça, tout à fait. Donc voilà. Mais après, au niveau des déjections, enfin, c'est aussi une histoire de bon sens et de respect pour notre. Alors, le problème des chiens peut se poser, et on adore les chiens, hein, c'est pas ça le problème. Peut se poser au niveau des déjections et au niveau aussi des chiens tenus en laisse. Et là, je me tourne peut-être plutôt vers Magali. S'il y a un troupeau de vaches, un chien qui court peut très vite les apeurer, les effrayer. Et puis les vaches, elles courent, elles peuvent tomber, casser les fils. Tout à fait. Et puis s'évader, quoi. S'évader, c'est ça. Et puis même bousculer, même faire mal à des gens, quoi. Et nous aussi, on a un souci, c'est pareil, avec les déjections de chiens, parce que ça apporte des maladies sur les bovins. Oui. Donc on a des avortements sur nos animaux. Oui. Donc c'est pas le top, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gros enjeux quand même, les déjections. Voilà, donc faisons attention, partageons, Florian Maître, le maire, partageons la campagne, quoi. Non, c'est du bon sens. Mais oui, voilà. C'est du bien vivre, effectivement. Et notamment, alors, toutes ces problématiques, elles existaient avant, et notamment depuis le Covid, où ça s'est effectivement bien développé, parce que tout le monde a pris conscience, effectivement, qu'à quelques centaines de mètres de chez eux, il y avait des paysages plus que remarquables. Nous, du côté de la commune, en fait, on essaye d'avoir un discours équilibré, parce que c'est vrai, ça a été rappelé, il y a des chemins ruraux qui appartiennent à la commune et qui sont ouverts. Domaine privé de la commune, donc. Et qui sont ouverts à tout le monde, et que nous, commune, on a l'interdiction de les couper. Bien sûr. Voilà, donc c'est ouvert. Donc on essaye un peu de sensibiliser tout ça, parce que effectivement quand on impose ou quand on demande effectivement aux personnes de tenir leur chien en laisse, c'est pas pour enquiquiner le monde, c'est simplement effectivement par respect vis-à-vis du travail de l'agriculteur ou de l'agricultrice, ou même pour le respect aussi tout à fait. Des animaux, mais aussi c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va pas traverser un champ qui est privé. Enfin, voilà. C'est comme si on traversait la pelouse votre propriété. Bien sûr. Non, et puis au moment c'est une question de bon sens. Juste avant que les foins soient faits, on va pas coucher. L'herbe, et puis même quand les foins sont faits. Enfin, je veux dire, à un moment, bien sûr. Après, bon. On n'est pas non plus. Quand l'herbe est coupée, on va pas les pique-niquer, on enlève ses déchets et tout, mais avant que l'herbe soit coupée, on va pas les coucher l'herbe et tout, parce que c'est. Non, mais après, c'est une question de respect, en fait. Chacun ramasse les déchets. Comme les déchets, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est pas que dans les prés. Enfin, je veux dire, c'est au bord des routes, les gens qui jettent les canettes, les bouteilles en verre. Enfin, je veux dire, après. Une vache, elle peut manger, elle peut, oui, donc, en principe, on va dire, nous, ça fait 2 ou 3 ans qu'on perd une vache par an à cause d'un corps étranger. On leur met des aimants, donc ça, qui dans la panse, en fait, on leur fait avaler un aimant, et donc qui va prendre la ferraille. Mais comme les canettes, les bouts de verre, en fait, la vache, c'est dans le foin, donc elle l'avale. C'est-à-dire que vous faites manger un aimant à la vache. Ouais. Et donc dans la panse, après, les ferrailles vont se coller sur l'aimant, et l'aimant reste dans la panse. D'accord. Mais en fait, faut juste rappeler que en fait, les vaches en ont pas besoin si chacun respecte la nature. C'est ça. Mais bon, on le met non, mais vous le mettez en prévention. C'est ça. Mais bien sûr, vous êtes obligé d'en arriver là. C'est ça. Par rapport avant, à la civilité de certaines personnes. C'est ça. Mais bien sûr. Mais on voit au bord des routes, quand on monte. Il y a plein de canettes, et puis en fait on n'y voit pas forcément quand on fauche, donc la canette elle part en plein de petits bouts, et après c'est dans le foin, et la vache le mange, et puis après ça lui perce bien sûr, ça lui perce l'estomac, et il faut l'euthanasier. Elle souffre en plus, enfin je veux dire, c'est la mort certaine, quoi. Mais tout comme quand on passe effectivement un champ qui a une barrière, on peut faut fermer la barrière. Voilà, tout à fait. Et le nombre de fois où effectivement les personnes qui passent ne referment pas derrière. Enfin voilà, exactement. En fait, c'est du droit bon de sens. traverser. Vous ne faites pas peur aux vaches, aux génisses. C'est ça. Voilà, parce qu'en plus les génisses, elles peuvent venir vous voir et tout. N'ayez pas peur. Voilà, vous ne faites pas de gestes brusques et tout se passerait bien. Mais vous ouvrez la porte, vous fermez après vous. Voilà. Je sais pas quoi. C'est comme quand on est sur la route avec nos troupeaux. Enfin, Magali, elle a plein de choses à dire. Ah, mais moi j'en ai plein, ouais. Magali, donc oui. Quand on est sur la route. Avec nos troupeaux, en fait, je veux dire, ça dure pas longtemps. Je peux comprendre une voiture qui est derrière, qui attend, mais bon, alors faut éviter de klaxonner, faut éviter de s'engager dedans, parce que si elle fait un rétro, on est obligé de faire un constat. Les vaches ont peur. Ou quand vous arrivez en courant, vous avez 5 minutes, donc il faut vous arrêter. Et les vélos, c'est pareil, quoi. Enfin. Les vélos. Et en fait, les vélos, des fois, ils se faufilent entre les vaches, elles ont peur, elles se mettent à courir. Un petit coup de queue ou un truc comme ça, voilà. Et puis, s'il y a un souci, après, c'est on est responsable presque. Donc, puis bon, ça dure pas longtemps, Enfin, je veux dire, si on est allé 10 minutes, grand maximum, ça va pas chercher bien loin, quoi. Quelles sont aussi les cohabitations qui existent avec les chasseurs?
On n'a pas de souci avec les chasseurs. Voilà, tout à fait. Enfin, nous, en tant que gris, déjà. Parce que pareil, s'il y a des dégâts qui sont faits sur les exploitations par les sangliers, vous faites aussi des déclarations auprès de la fédération de chasse, auprès de l'association de chasse, et ça se passe très bien. Oui. Voilà. Tout à fait. Merci aux chasseurs, aux agriculteurs. Non, mais même avec les habitants, ça se passe dans l'ensemble. En fait, il suffit de discuter. Enfin, je veux dire, on est ouvert au discours. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. Là, on a installé les panneaux. Les panneaux à chaque entrée de chemins ruraux, voilà, pour rappeler ces bons gestes. Et je sais que justement dans le cadre du plan agricole territorial porté par Julie et Grand Lac, il y a tout aussi une nouvelle batterie de sensibilisation pédagogique, de clips vidéo, d'affiches qui sont aussi qui vont être déployées là dans les prochains jours. Voilà, donc nous sur les journaux municipaux aussi, on rappelle assez régulièrement tout ça. Donc voilà, mais il faut simplement s'écouter, prendre le temps et se respecter. Cohabiter. C'est ça. Cohabiter. Voilà, tout à fait. Mais dans l'ensemble, non. Et se partager la campagne. Oui. C'est vrai que le Covid, on a eu c'était compliqué la période de Covid. Oui, parce que je me faisais beaucoup engueuler par les agriculteurs à ce moment-là. Non, mais après, on peut comprendre les gens, qui, c'est vrai que tu vois un joli pré, t'as envie de te balader dedans. Bien sûr. C'est tout à fait. Mais oui, mais en plus, voilà, s'il n'y a pas de vaches, si les foins sont faits, tu le traverses, tu peux même t'arrêter sous un arbre, pique-niquer et tout. Tu ramènes tout, tu laisses propre, et puis tu refermes la porte après toi, puis voilà. Bah voilà. Vous êtes les premiers à accepter ça. On n'est pas sauvages quand même. Mais, bien sûr. Anaïs. Après, sur tout ce qui est au niveau des cultures, nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est que comme on est sur de la vente ultra locale sur Grésy, on a beaucoup de gens en fait qui nous connaissent, qui connaissent nos cultures, le travail, enfin qui nous voient tout le temps dedans et tout ça. Et du coup, les gens ont beaucoup de respect. Voilà, ils vont pas aller se servir parce qu'ils savent. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Voilà, même si on a eu quelques petits soucis, mais vols. oui, mais ça reste vraiment très ponctuel. Ça reste dans la limite du normal, quoi. Voilà, et on peut pas non plus après, on a aussi du coup finalement une communauté de clients autour de nous qui font de la surveillance un petit peu, voilà, sur nos cultures, même sans le savoir. Et voilà, mais le fait de discuter, d'être connu et pour cohabiter, c'est quand même Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Puis se parler, concerter, et sans arrogance aucune des deux côtés, rien qu'avec du respect. Florian, on est bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire en petits mots de conclusion ? Monsieur le maire, conseiller départemental, vice-président de Grand Lac. Nous, voilà, on est très contents, en tout cas, effectivement, qu'il y ait encore une agriculture sur la commune et qu'on essaye à notre juste place et juste niveau d'apporter l'aide et de donner un coup de pouce aux agriculteurs. Nous, on est toujours effectivement ouverts au dialogue et on peut que se réjouir, en tout cas, notamment sur les prospectives où les gens en fait demandent de la production locale. Là, on en a. On a la chance d'en avoir. Il y a une volonté politique, en tout cas du côté du département de l'Agglo et de la commune, de développer et de proposer du circuit court. Donc voilà, après, il faut simplement que chacun se respecte, effectivement, et en tout cas qu'on puisse aussi donner une perspective aux agriculteurs et aux agricultrices. Et je pense que ce qui a été toutes les manifestations qui se sont déroulées il y a encore quelques semaines ont démontrer l'adhésion des citoyens aux agriculteurs. Et ça, c'est en tout cas une bonne chose. Tout à fait. On soutient notre agriculture, on soutient nos agriculteurs, nos paysans. Pas de pays sans paysans, bien sûr. Magali et Anaïs, pour toutes les deux, là, en quelques secondes, dans votre métier, qu'est-ce qui est le plus dur ? En quelques secondes, qu'est-ce qui est le plus dur quand on se lève le matin, quand on est agricultrice laitière ou maraîchère, qu'est-ce qui est le plus dur ? Moi, je me dis des fois que peut-être de partir plus souvent, de pouvoir partir. Parce que c'est vrai qu'on a des enfants. Les contraintes de temps, voilà, les contraintes. Voilà, après, sinon, je suis contente de me lever le matin, d'aller voir mes animaux. Sinon, après, c'est une passion. Franchement. Et puis, on est obligé de faire notre boulot par passion, sinon, on le fait pas. Bien sûr. Mais peut-être plus de temps pour nous, en fait. Oui, la conciliation avec la vie de famille, c'est un équilibre assez... toujours à rechercher pour pas passer à côté aussi de l'enfance de nos enfants Bien sûr. Et qu'est-ce qui est le plus beau dans votre métier à toutes les deux ? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? Qu'est-ce qui vous dit je suis fière, je suis heureuse de faire ce métier juste par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Quand un petit veau naît, quand...
enfin, il y a plein de choses qui sont belles dans notre boulot, en fait. Bien sûr. Le regard de nos enfants aussi, enfin, je veux dire même le regard des gens, parce que quand on discute avec certaines personnes qui nous disent qu'on a une belle ferme, enfin, je veux dire, ça fait plaisir, quoi. Enfin, c'est qu'on est arrivé à bien travailler, à montrer ce que le monde agricole est capable de faire, quoi. Peut-être quand vous voyez vos champs, vos prés qui sont bien entretenus, qui sont verts, et qui sont beaux. Voilà. Anaïs, c'est vraiment d'être sur un métier qui a du sens et d'un métier très très basique pour couvrir des besoins primaires. Se nourrir. Pour nourrir l'humanité. Ouais, peut-être pas l'humanité. Non, mais si. Oui, mais revenir sur c'est une partie de l'humanité. Hein. Des besoins. Tous les agriculteurs du monde sont là pour nourrir l'humanité. Vous êtes un maillon de cette chaîne. Mais voilà, de se lever le matin en se disant qu'on fait quelque chose qui a du sens. Enfin voilà, on n'a pas à rechercher le sens de notre métier et ça, c'est vraiment. Eh bien, merci Anaïs pour ces paroles. Il est 12h02, faut que j'arrête parce qu'il y a Maxime qui est prêt pour le flash info national, local et les météos. Encore un très grand merci à Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix, qui a été à l'origine de cette émission pour l'agriculture. Merci à Anaïs Poinard, agricultrice à la ferme des Petits Pois, et on sait l'importance qu'elle accorde aux petits pois, donc voilà. Merci à Magali Deloche, agricultrice, le GAEC du Plateau Vert. Merci à Bruno, président donc de la coopérative Entre Lac et Montagne Saint-Ours et Trévignan, pour le soutien qu'il apporte avec Hervé, avec Pascal, avec tant d'autres à notre média. Merci à toutes et à tous. Bon appétit après ces bonnes paroles, après tous ces petits pois. 12h03, Maxime, c'est à toi, on te laisse la place. À très bientôt et merci à Grésy-sur-Aix.